La loi du Haut-Canyon était absolue, plus ancienne que n'importe quel insigne de shérif. Devant le shérif Caleb Black, la scène était irréelle. 3 sœurs voilées, enchaînées par la cheville à un pieu de fer planté dans la terre craquelée. Caleb n'était pas venu chercher une femme, il traquait les hors-la-loi qui avaient incendié la mission, et ce plateau désolé était leur dernier campement connu. Mais l'aînée des sœurs, dont le voile tremblait non pas sous le vent mais sous la terreur qu'il cachait, prononça les mots qui lui glacèrent le sang. « L'une de nous sera ta femme, shérif, » dit-elle, sa voix n'étant plus que l'ombre d'elle-même. « Les 2 autres mourront à l'aube. » Son devoir était de rendre justice pour les morts, une ligne claire entre le bien et le mal. Mais les bandits lui avaient laissé une épreuve bien plus cruelle. Il n'était plus seulement un homme de loi. Il était à la fois juge, bourreau et mari, et tout ça avant que le soleil ne se lève. Le choix n'était pas entre le juste et l'injuste, mais entre les 2 âmes innocentes qu'il allait condamner à mort. Le vent gémissait sur les rochers, froid et indifférent, tirant sur les pans de son manteau poussiéreux. Il posa un genou à terre, ses doigts gantés touchant le fer froid et grossier du pieu. Ce n'était pas l'œuvre d'un forgeron, c'était un travail brutal, fait à la hâte, dans le seul but d'être cruel. Les traces près du feu de camp étaient vieilles d'au moins 12 heures. Les bandits étaient repartis, laissant derrière eux ce mécanisme de mort à retardement. Il regarda les sœurs. Leurs robes de toile grossière étaient déchirées et couvertes de poussière, et sous les voiles fins, il devinait les marques de la déshydratation sur leurs lèvres gercées. Elles ne tiendraient pas un jour de plus sous ce ciel impitoyable. L'aînée, celle qui avait parlé, releva la tête. « Ne nous faites pas attendre, homme de loi. Choisissez. Laissez au moins l'une d'entre nous voir un autre coucher de soleil. » Sa voix ne tremblait pas. Il y avait en elle une force d'acier, forgée dans un enfer que Caleb pouvait à peine imaginer. Il regarda les 2 autres. L'une pleurait en silence, ses épaules secouées par un chagrin muet. L'autre le fixait de ses grands yeux vides, son esprit ayant déjà fui ce lieu de torture. Caleb sentit une vieille douleur se réveiller en lui, le souvenir d'un autre temps, d'un autre choix, où la lettre de la loi avait mené à une tragédie. Il ne laisserait pas ça se reproduire, il ne répondit pas à sa demande. À la place, son regard glissa des femmes à la chaîne, puis au cadenas qui les liait au pieu. Il était massif, en fer, mais aussi grossièrement fabriqué que le pieu lui-même. Il se releva et se dirigea vers ses sacoches de sel, ses gestes lents et réfléchis. Les sœurs le suivirent du regard, retenant leur souffle en attendant le verdict. Il revint, non pas avec un pistolet à la main, mais avec une lourde lime en métal. Il s'agenouilla de nouveau, non pas devant les femmes, mais devant le cadenas. « Je ne joue pas à leur jeu, » dit-il doucement, sa voix aussi basse et dure que la roche sous ses genoux. Il pressa la lime contre le métal, et un son strident et rauque brisa le silence du canyon. L'aîné eut un hoquet de surprise. « Que faites-vous? Ils vont revenir. Ils nous tueront tous. » « Qu'ils viennent, » gronda Caleb, ses muscles tendus par l'effort. Le grincement devint plus fort, plus rythmé. « Je suis venu ici pour la justice, pas pour participer à un massacre. Vous êtes toutes sous ma protection. » À cet instant, il cessa d'être un simple shérif sur une piste. Il avait fait son choix. Il n'en avait pas choisi une. Il les avait toutes choisies, s'attirant ainsi la fureur d'hommes qui ne connaissaient ni la loi, ni la pitié. La chaîne tomba sur le sol dans un cliquetis. Mais dans ce silence, elles ne trouvèrent pas la liberté. Elles étaient devenues des fugitives, liées à lui non plus par le fer, mais par son impossible promesse. Le soleil levant jeta une lumière crue et impitoyable sur le canyon, transformant la scène de sauvetage en une scène de pure désolation. La liberté n'avait pas le goût espéré. Elle avait le goût de la poussière et de la peur. Caleb travaillait avec une efficacité silencieuse, son corps bougeant avec l'économie d'un homme qui sait que chaque calorie dépensée est une calorie volée à la survie. Il vérifia leurs blessures, des coupures, des contusions et les marques cruelles des chaînes sur leurs chevilles, mais rien qui ne saignerait à mort. Le véritable ennemi était le désert lui-même. « De l'eau, » dit-il, sa voix rauque. « Il nous faut de l'eau, maintenant. » Il n'attendit pas de réponse. Il scruta l'horizon, non pas comme un homme cherchant un point de repère, mais comme un animal lisant le terrain. Ses yeux se fixèrent sur une ligne de végétation chétive, presque invisible, nichée au creux d'une paroi rocheuse. Un signe que seuls les initiés pouvaient en lire. « Par ici, restez près de moi !» La marche fut un supplice. La plus jeune des sœurs, dont le nom était Lyra, trébuchait, son esprit toujours absent. La seconde, Mara, la soutenait, son visage une toile de chagrin silencieux. L'aînée, Elara, marchait juste derrière Caleb, ses yeux scrutant les crêtes avec une vigilance qui rivalisait avec la sienne. Il sentait son regard dans son dos, un mélange de méfiance et d'une lueur naissante de respect.
C'était la première monnaie d'échange dans ce nouveau monde qu'il venait de créer, la compétence. Il trouva la source, une simple infiltration d'eau claire et froide qui s'écoulait de la roche dans une petite vasque naturelle. C'était un miracle. Alors qu'elle buvait, à petites gorgées avides, Caleb monta la garde, son fusil Winchester à portée de main. Le soulagement sur leurs visages était palpable, un baume sur leurs âmes meurtries, mais la sécurité n'était qu'une illusion. À une centaine de mètres de là, à l'abri d'un rocher, il trouva les restes d'un autre feu de camp, plus récent que celui des sœurs. Les cendres étaient encore tièdes, les bandits n'étaient pas loin. « Ils nous chassent », murmura Elara s'approchant de lui. Elle avait vu les cendres, elle aussi. « Ils ne nous laisseront pas partir. Ils ne vous chassaient pas, » répondit Caleb, son regard balayant les alentours. « Ils vous gardaient, comme des loups autour d'un troupeau. Ils attendaient un de quelqu'un. Qui » Elara hésita, son regard se voilant de secret. La confiance était une chose fragile, et ils ne l'avaient pas encore gagnée. Ils trouvèrent refuge dans une grotte peu profonde, cachée derrière un rideau de saules desséchés. C'était à peine un abri, mais c'était à l'abri des regards. Caleb partagea ses dernières rations, un peu de viande séchée et du pain de maïs dur comme de la pierre. Ils mangèrent en silence, le crépitement du petit feu de camp étant le seul son qui brisait la tension. C'est là, dans la chaleur fragile du feu, que la forteresse d'Elara commença à se fissurer. « Ce n'était pas un enlèvement ordinaire, dit-elle finalement, sa voix à peine plus qu'un murmure. Ils n'ont jamais demandé de rançon. Ils nous ont prises sur la route de Prescott. Ils cherchaient quelque chose, une carte. » Caleb se figea, un morceau de viande séchée à mi-chemin de sa bouche. « Quelle carte ?»« La carte de la concession de notre père, » continua-t-elle. « La concession de la mine de la Veuve Noire. Elle est censée être épuisée, mais ce n'est pas vrai. Il y a un nouveau filon, plus riche que tout ce qu'on n'a jamais vu en Arizona. Notre père l'a découvert juste avant de mourir. La carte est le seul moyen de le trouver. » Le monde de Caleb bascula. Ce n'était plus une simple question de sauvetage. Il n'était pas tombé sur des victimes de bandits sadiques. Il était tombé au milieu d'une conspiration. Les sœurs n'étaient pas juste des otages. Elles étaient la clé d'une fortune. Et la cruelle mise en scène de l'aube n'était pas une simple torture psychologique. C'était un mécanisme. Un moyen de briser les deux survivantes, de les rendre si terrifiées et reconnaissantes envers leur sauveur qu'elles lui donneraient la carte sans poser de questions. L'homme qui avait engagé ces bandits n'était pas un simple hors-la-loi, c'était quelqu'un de patient, de calculateur et d'infiniment plus dangereux. « Qui d'autre connaît ce filon ?» demanda Caleb, sa voix maintenant basse et chargée d'une nouvelle urgence. Avant qu'Elara ne puisse répondre, un bruit sec brisa la nuit. Le sifflement d'une balle ricochant sur la roche à quelques centimètres de la tête de Caleb, puis un autre. Il les avait retrouvés. La grotte explosa dans un chaos de tirs et de cris. Caleb réagit par pur instinct, poussant les sœurs au fond de la grotte. « Restez à terre !» hurla-t-il, sa Winchester répondant déjà aux tirs ennemis avec des détonations assourdissantes. Les flammes du feu de camp dansaient follement, projetant des ombres monstrueuses sur les parois de la grotte. Il pouvait voir au moins 4 silhouettes se déplaçant dans l'obscurité, leurs fusils crachant des éclairs de feu orange. Il était pris au piège. Sa compétence de pisteur ne servait à rien ici. C'était un combat à mort, et il était en infériorité numérique, protégeant 3 femmes terrifiées. Alors que le chaos faisait rage, la plus jeune sœur, Lyra, laissa échapper un gémissement de pure terreur. Ce son, si fragile et si brisé, déclencha quelque chose chez Caleb. Un écho de son passé, un souvenir de l'échec qui le hantait. Il ne perdrait personne d'autre, pas cette nuit. Une douleur fulgurante lui transperça l'épaule gauche. Il grogna, sentant le sang chaud couler sur son bras. Sa vision se brouilla un instant. La défaite semblait inévitable. C'est alors qu'il vit quelque chose d'inattendu. Mara, la sœur silencieuse, celle qui pleurait, rampa vers lui. Ses yeux n'étaient plus remplis de chagrin, mais d'une détermination glaciale. Dans sa main, elle tenait un lourd pistolet Colt, récupéré dans les sacoches d'un des bandits morts. Elle ne dit rien. Elle se positionna à côté de Caleb, épaula l'arme avec une familiarité surprenante et fit feu dans la nuit. Une silhouette ennemie s'effondra avec un cri étranglé. C'était là, dans le désespoir le plus total, qu'une lueur d'espoir brillait. Il n'était plus seul. Il avait une alliée. Le feu crépitait, projetant des ombres dansantes sur les visages épuisés. La fusillade s'était terminée aussi brusquement qu'elle avait commencé. 2 bandits gisaient, morts dans l'obscurité, les autres s'étaient repliés, probablement pour attendre le lever du jour et une attaque plus organisée. La grotte offrait une protection temporaire, mais elle était aussi un piège.
La douleur dans l'épaule de Caleb était une pulsation sourde et constante, un rappel de leur vulnérabilité. Elara travaillait sur sa blessure avec une efficacité surprenante. Elle déchira une bande de sa propre robe pour en faire un bandage, ses doigts bougeant avec une assurance qui démentait la terreur qu'elle venait de vivre. Mara, quant à elle, était assise près de l'entrée de la grotte, le lourd pistolet Colt posé sur ses genoux. Le choc de son action s'était dissipé, laissant place à une vigilance froide. Elle n'était pas une pleureuse, elle était une sentinelle. « Tu sais te servir de ça ?» constata Caleb, sa voix tendue par la douleur. Mara hocha la tête sans le regarder. « Notre père nous a appris. Il disait que le désert ne fait pas de différence entre un homme et une femme, seulement entre les vivants et les morts. » C'était une révélation. Ces femmes n'étaient pas de fragiles demoiselles de la ville. Elles étaient des filles de la frontière, façonnées par la même dureté que lui. « L'homme qui a engagé ces bandits, » reprit Caleb, son regard se posant sur Elara. « Qui est-ce » Elara serra le bandage un peu plus fort et Caleb grimaça. « Marcus Thorne, » dit-elle, son nom un poison sur ses lèvres. « Il possède la moitié du comté. Il était l'associé de notre père. Quand père a refusé de lui vendre sa part de la mine, Thorne a essayé de le ruiner. Mais mon père était plus malin. Il a caché la carte et a fait en sorte que la concession ne puisse être vendue qu'avec l'accord unanime de nous trois. » La conspiration prenait une forme plus claire et plus laide. Thorne ne voulait pas seulement la carte, il devait éliminer les obstacles légaux. En tuant 2 des sœurs et en sauvant la 3e, il aurait pu la manipuler, la forcer à signer par la peur ou la fausse reconnaissance. « Où est sur la carte maintenant ?» demanda Caleb. Les 3 sœurs échangèrent un regard. C'était Elara qui répondit. « Elle n'est pas en un seul morceau. Père l'a coupée en 3. Chacune de nous en a mémorisé une partie. Seuls nous 3, ensemble, pouvons reconstituer le chemin. » Caleb sentit un frisson glacial le parcourir qui n'avait rien à voir avec sa blessure. La cruauté du plan de Thorne était diabolique. Il ne pouvait pas simplement tuer les 3 sœurs. Il devait en garder au moins une en vie pour obtenir l'information, puis probablement la tuer ensuite. Mais maintenant, avec leur fuite, la stratégie de Thorne devait changer. Il ne pouvait plus se permettre de laisser des témoins en vie. Il les chasserait jusqu'au bout du monde. L'aube arriva, non pas comme une promesse de renouveau, mais comme une menace. Il ne pouvait pas rester dans la grotte, il devait bouger. Alors qu'il se préparait à partir, la plus jeune sœur, Lyra, qui était restée silencieuse depuis le début de l'épreuve, se mit soudain à parler. « La rivière, » murmura-t-elle, ses yeux fixés sur un point invisible. « La rivière qui chante. » Elara et Mara se figèrent, se tournant vers elle. « Qu'est-ce que tu dis, Lyra ?» Là où le rocher ressemble à un vieil homme endormi, continua Lyra, sa voix gagnant en assurance. C'est là que commence ma partie de la carte. C'était un moment décisif. Le traumatisme avait brisé le sceau du silence de Lyra, déverrouillant la première pièce du puzzle. Ils avaient là maintenant un but, une direction. Mais c'était aussi une course contre la montre. Thorne et ses hommes seraient bientôt à leur trousse. Caleb prit une décision. Il ne pouvait pas les escorter jusqu'à la ville la plus proche. Ce serait un piège mortel. Il n'y avait qu'un seul moyen. Ils devaient les conduire à la mine eux-mêmes. C'était le seul endroit où ils pourraient peut-être trouver un avantage, un moyen de se défendre. « Nous n'allons pas à Prescott, » annonça-t-il, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Nous allons à la mine de la Veuve Noire. » Son plan était audacieux, presque suicidaire. Mais en cet instant, il sentit un changement dans la dynamique du groupe. Il n'était plus seulement leur protecteur, il était leur allié. Et elles n'étaient plus seulement des victimes. Elles étaient les gardiennes d'un secret qui pouvait soit les tuer, soit les rendre plus puissantes que Marcus Thorne lui-même. La résolution finale se dessina dans les yeux d'Elara. Elle tendit la main, non pas pour soigner sa blessure, mais pour lui donner une vieille boussole en laiton tirée de sa poche. « Alors, guidez-nous, shérif, » dit-elle, sa voix empreinte d'une nouvelle force. « Le sort de notre famille est maintenant entre vos mains. » Le pacte était scellé. Plus de chaînes, plus de dettes, juste une alliance fragile contre un ennemi commun, avec pour seul espoir la promesse d'une fortune cachée au cœur des montagnes et la détermination de 4 âmes qui refusaient de mourir.